Okay. Voilà. Alors bonjour, rebonjour à toutes et tous. Apparemment, je devrais faire ma présentation moi-même puisque Alice a disparu de la circulation. Alors voilà, je suis vraiment ravi d'intervenir dans ce 50e anniversaire de la PEPA avec une condition toute particulière, c'est-à-dire que Alice a eu la gentillesse de me placer à la gauche. Et puis en situant mes collègues à droite, et je pense que j'aurais dû finalement me trouver là au milieu, assis entre deux chaises, puisque c'est bien ma situation pour les prochaines semaines, puisque je quitterai ma fonction de directeur au SUSA à la fin de ce mois. Et donc c'est ma dernière conférence en tant que directeur du SUSA, il y en aura peut-être d'autres. Mais donc voilà, je m'identifie plus aux deux chaises qui se trouvent devant moi qu'à un secteur ou à un autre. Alors, on a parlé du passé, on a parlé de l'histoire de l'autisme, l'histoire de ce qui s'est fait dans notre région. Pierre vient de parler finalement d'une actualité de l'autisme et moi je voudrais un peu vous parler un peu d'avenir. Alors avec une spécificité pour l'autisme, mais vous vous rendrez compte que cette question elle est un peu aspécifique. Elle est aspécifique parce qu'elle traite de peut-être aussi de nous tous finalement. Je me suis intéressé finalement à la question du projet de vie, peut-être assez récemment et peut-être à tort. À tort parce qu'effectivement c'est une réalité et vous allez le voir dans les prochaines dias que c'est finalement une thématique ou en tout cas des termes qu'on utilise fréquemment. Dans la législation, on y fait appel et finalement on a un peu l'impression que c'est une forme d'arlésienne puisque en tout cas dans ma carrière j'en ai jamais vu. Alors oui, je me suis intéressé à ce que fait la VIC par rapport au projet de vie et j'ai trouvé qu'effectivement il y avait une formation au projet de vie institutionnel pour les aînés. Et je me suis dit, mais quel est leur projet de vie individuel? Alors pour ma petite histoire, j'ai été concerné par le projet de vie de mon papa lorsqu'il est rentré en maison pour personnes âgées. Et la seule question qui était résolue dans son projet de vie, c'est de savoir comment il allait mourir. Et je me pose quand même un peu des questions sur cette notion même de projet de vie, d'où mon intérêt pour cette question, parce que je crois que cette question-là, elle ne se résout pas dans des questions comme celle-là. Elle va sans doute teinter un peu la longue vie finalement qu'avons nous tous, mais aussi celle des personnes dont nous avons voilà, l'accompagnement réalisé. Alors, vous pouvez le constater au travers de l'intervention de Guylain et de Monique que nous aimons bien les phrases, hein. Nous aimons bien les phrases, et donc j'ai l'impression que Guylain nous a filé une petite maladie. Voilà, et donc voilà, j'ai repris celle-là d'Albert Einstein. Il y en aura une autre en fin de parcours. La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera absolument partout. Et je pense qu'en termes de projet de vie, probablement que l'imagination devrait être au pouvoir. Alors Monique l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on parle d'autisme, il faut une structure du temps. Et donc pour diminuer votre anxiété, j'ai prévu un petit programme qui vous permettra de nous voir avancer dans mon propos. On va parler de valeurs, on va parler de projets. Et puis on terminera sur les quelques perspectives que je voudrais souligner avec vous. Alors, quand on va parler de projet de vie, il y a toute une série de valeurs. Et je crois qu'avant de parler des pratiques, il faut parler des valeurs. Sur quoi reposent nos pratiques? On les a au bénéfice d'autres choses et d'un certain nombre de valeurs. Les trois que j'ai retenus pour le propos d'aujourd'hui, c'est l'autodétermination, c'est l'inclusion. Et l'inclusion, peut-être ceux qui me connaissent savent combien je suis attentif aux personnes avec des handicaps plus sévères. Et donc l'inclusion, c'est probablement une réalité pour beaucoup de gens. Elle est toujours évidemment beaucoup plus complexe pour des personnes qui sont en situation de handicap plus sévère. Et puis une conviction profonde que Guylain nous a inoculée également, c'est la capacité de développement des personnes. Et ça, c'est effectivement une des clés pour parler d'un projet de vie, parce que si on n'est pas convaincu de la capacité de développement des personnes, évidemment que la perspective du projet de vie en est restreinte. Alors quand on parle d'autodétermination, évidemment, quand on a cette capacité à faire des choix, l'autodétermination va être au cœur de votre processus de projet de vie. Maintenant, quand on est plus en difficulté avec cette communication, la question sera comment finalement on peut donner des outils à des personnes dont les capacités de communication sont plus restreintes. Et puis viendra là derrière, si effectivement on pense que c'est une chose importante pour pouvoir participer à son autodétermination, quelle sera finalement l'obligation
de nos services d'utiliser des outils de communication. Alors, dans les conférences, quand on aborde la question des outils de communication, c'est une vérité vraie pour chacun. Maintenant, quand on voit la réalité de terrain et de combien de personnes disposent de ces outils de communication pour communiquer au quotidien, la différence est encore malheureusement fort significative. Et donc, si on veut qu'effectivement des personnes puissent participer à leur autodétermination, il s'agira pour moi effectivement de pouvoir imposer le développement d'outils de communication qui leur sont appropriés. Alors, inclusion, oui. Inclusion, oui. Ce ne sera une réalité, je pense, que si l'on peut envisager une réflexion sur une révolution des systèmes. Une révolution des systèmes qui fera que l'inclusion sera une pratique pour chacun, une réalité pour chacun, parce que le système, il impose des modes de fonctionnement. Et je vais prendre quelques exemples. L'existence de l'enseignement spécialisé, son existence même, impose une non-inclusion, impose une ségrégation. Et donc, si on veut l'inclusion, il faut une révision des systèmes. Et puis, si on croit à une capacité de développement, je crois qu'il nous faudra aussi croire que des méthodologies sont importantes à développer. Tout à l'heure, je réaborderai la question des recommandations. On dispose de recommandations de pratiques ou de méthodologies à mettre en place. Malheureusement, elles impactent peu ces recommandations, elles impactent trop peu les pratiques quotidiennes. Et donc, si on veut effectivement que ces capacités de développement soient une réalité, il nous faut aussi croire que ces méthodologies doivent être mises en place. Alors, peut-être revenir sur une petite définition, puisqu'on parle de projet. Mais qu'est-ce que c'est qu'un projet? Un projet, c'est une anticipation. Une anticipation opératoire, qui peut être individuelle et collective, d'un futur désiré. Donc un projet, ce n'est pas une réalité actuelle, c'est quelque chose dans lequel on va se projeter. Et l'anticipation opératoire, elle va devoir reposer sur deux composantes. D'une part, des buts et des objectifs, et d'autre part, le plan pour y arriver. Donc ce sont les deux composantes principales de ce projet. Alors, quelles sont les fonctions même des projets? Je l'ai dit tout d'abord, c'est se projeter dans l'avenir. Alors, se projeter, c'est se projeter dans une réalité qui n'est pas la réalité actuelle. C'est se projeter dans un futur souhaité, dans un futur désiré. Mais si on se projette, on peut anticiper. C'est anticiper les difficultés ou les avantages qu'on pourra trouver dans ce projet-là. C'est aussi préciser ce que l'on va faire. Préciser ses objectifs, préciser quand est-ce qu'on atteint ces objectifs, préciser les modalités ou les actions que l'on va mener. Et puis un point qui me paraît fondamental dans la question des projets, c'est la question de la responsabilisation. À l'heure actuelle, on a des PIA, on a des projets éducatifs, mais qui est responsable? Et souvent, quand on touche cette question-là, par exemple la question « est-ce qu'on va signer le projet ?» on touche là quelque chose qui pose problème. C'est comme si, quand on signe un projet, on est dans l'obligation de réaliser les objectifs. Et il y a une confusion majeure. Signer un projet n'est pas de signer le succès du projet, c'est l'engagement de conduire le projet. Et dans les services, on constate un peu cette ambiguïté dans l'engagement des gens. Et donc, il y a cette problématique de la responsabilisation. Et puis un projet, ça se coordonne. Et j'y reviendrai là tout à l'heure de manière plus précise sur cette question. Mais sans coordination de projet, il est très probable que le projet ira à volo lorsqu'il va concerner plusieurs services en même temps. Alors pourquoi aborder cette question du projet de vie? Parce que j'y crois évidemment. J'y crois, mais aussi parce que, vous l'avez sans doute remarqué, c'est quand même une notion qui vient dans nos réglementations. J'ai repris celle de l'accompagnement, qui est celle de l'AVIC, l'arrêté du gouvernement wallon, précise les missions de l'accompagnement, et dans les missions de l'accompagnement, on fait explicitement référence au projet de vie. L'accompagnement consiste à favoriser la participation active personnalisée des usagers à la réalisation de leur projet de vie. Oui. Mais où est ce projet de vie? La mission des services d'accompagnement, l'axe individuel consiste à soutenir l'usager dans la formulation, l'élaboration et la concrétisation de son projet de vie. Je vous rappelle que les services d'accompagnement ont une mission allant des tout jeunes enfants jusqu'à l'âge adulte. Et donc cette mission relative au projet de vie concerne aussi la mission que l'on doit remplir vis-à-vis des jeunes enfants. Et je crois que, j'espère en tout cas que vous percevrez combien
la définition d'un projet de vie, évidemment, avec tout ce que cela aura d'imprécis pour l'avenir, va aussi conduire à définir des actions qui vont changer peut-être la façon dont le décours de l'enfance et de l'adolescence va se dérouler. Alors, ce n'est pas le seul endroit où on parle de projet de vie, puisqu'il y a un autre endroit, un des autres interlocuteurs de la vie des personnes en situation de handicap, c'est la fréquentation de l'enseignement spécialisé. Et vous savez sans doute que lorsque l'on rentre dans l'enseignement secondaire spécialisé, les écoles sont obligées de développer pour vous un plan individuel de transition. Et ce plan individuel de transition, il devrait reposer, disent-ils, sur la circulaire de 2025 le précise, devrait reposer sur un projet global de vie. On peut se poser la question de savoir comment on va pouvoir faire un plan de transition s'il n'y a pas de projet global de vie. Et on voit poindre effectivement l'idée que la réussite de ce plan individuel de transition reposera sur effectivement le fait que les familles étaient sensibilisées à pouvoir définir un projet d'avenir pour leur enfant. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est une des grandes modifications de la circulaire par rapport aux circulaires précédentes, c'est qu'en fait, on conçoit maintenant que ce plan individuel d'intervention, mais Monique, n'en y avait-il pas un déjà dans le projet Caroline? Et donc voilà, on refait des choses nouvelles, mais elles étaient déjà présentes par le passé. Mais c'est en fait bien définir quels sont les objectifs qui vont être spécifiques à la transition. Qu'est-ce qu'on va devoir développer en priorité durant les 6 prochaines années pour que ce projet de vie puisse s'actualiser, et qu'est-ce que l'école va se charger de faire au travers de l'évolution de l'enfance et de l'adolescence par rapport à l'évolution de l'âge de la personne. Et donc, vous voyez que nos réglementations, elles prévoient qu'effectivement ce projet de vie soit une réalité dans la vie et dans le décours de la vie des enfants, des adolescents et des adultes. La question qu'on peut se poser, mais pourquoi ne le voit-on pas plus fréquemment? Pourquoi n'est-ce pas plus une réalité dans l'accompagnement que l'on donne à ces enfants et à ces adolescents? Je pense qu'une des raisons fondamentales, c'est qu'il n'y a pas de support méthodologique pour cela. Or, voilà, en allant voir quand il y a une absence de quelque chose, l'intérêt c'est d'aller voir s'il existe quelque chose. Et oui, il existe des choses, il existe des modèles, mais il existe des modèles qui permettent l'élaboration de ces projets de vie. Et les caractéristiques de ces projets de vie sont un peu les suivantes. Elles sont centrées sur la personne. Les projets de vie sont centrés sur la personne et non sur l'organisation des services. À l'heure actuelle, le projet de vie, il est centré sur l'organisation des services, il est même centré sur les systèmes. Puisque si vous avez un handicap qui finalement vous conduit à avoir une déficience intellectuelle modérée à sévère, vous serez en toute grande probabilité, à moins que vous ne trouviez une classe inclusive, n'est-ce pas Renaud, qui puisse vous accueillir, vous irez sans doute dans l'enseignement spécialisé. Et donc il y a des décours qui sont organisés autour des systèmes et non pas autour du projet de la personne. Il vise à aider la personne à participer au processus de planification et donc aider cette personne à prendre des décisions pour elle-même. C'est une des clés essentielles du projet de vie. Et donc le projet de vie, il doit comprendre 3 aspects. Une vision de ce qu'est une bonne vie. Alors, vous savez qu'une bonne vie pour vous n'est pas peut-être la même définition d'une bonne vie pour moi, mais ce sera la famille, au travers de sa culture, de son environnement, à définir ce qu'est une bonne vie pour son enfant, qui deviendra un adolescent et qui deviendra un adulte. C'est la réalisation des ressources et donc la concrétisation des ressources pour mener ce projet, tant dans la construction que pour l'aboutissement du projet de vie. Et puis ce sont des projets annuels. Alors ce n'est pas parce qu'on a un projet pour dans 20 ans que ce projet ne doit pas s'annualiser pour qu'il puisse trouver une dimension concrète. Et puis je pense que c'est probablement, je suis peut-être pas très bien placé pour m'exprimer au nom des familles, mais je crois qu'une des grandes préoccupations des familles, c'est qu'est-ce qu'il deviendra quand je ne serai plus là? Et donc c'est une des fonctions essentielles du projet de vie, c'est que ce projet de vie, il anime effectivement ce que l'on mettra en place pour que le devenir de cet enfant, qui est celui des familles, qui est celui que Guylain a abordé tout à l'heure, puisse effectivement poursuivre un des cours qui est dans ce que la famille avait pu imaginer.
Alors, le projet de vie, vous voyez, Guylain aime bien les voyages aussi, moi aussi. Donc, c'est à nouveau, j'étais surpris de sa présentation de tout à l'heure. Mais finalement, conduire un projet de vie, c'est comme conduire un voyage. Conduire un voyage, j'imagine que vous en projetez peut-être pour les prochains mois. Projeter un voyage, c'est une destination, c'est un endroit où on veut aller. C'est une préparation, un voyage, une préparation des moyens de transport, une préparation de son budget, une préparation peut-être de l'endroit, du choix de l'hôtel dans lequel on ira. Est-ce que c'est all-in? Est-ce qu'on préparera d'autres choses? Et puis, on prépare tout ça un peu à l'avance, quelques mois précédemment, surtout si c'est un grand voyage, surtout si c'est votre idéal de voyage. Un projet de vie, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil parce que son expression et sa conduite va répondre à peu près aux mêmes critères. C'est-à-dire que vous avez une destination, vous avez tout préparé, et puis peut-être que tout se ne déroulera pas nécessairement de la même façon que ce que vous avez préparé. Votre voiture tombe en panne dès les premiers moments. L'avion est en retard, il y a une grève. L'hôtel dont vous aviez rêvé, les photos ne sont pas tout à fait actuelles, et on a changé de propriétaire. La météo que vous prévoyez aussi idyllique n'est pas tout à fait à l'égal de ce que vous aviez imaginé. C'est ça un projet de vie. C'est-à-dire qu'il y aura des chemins de traverse, il y aura des difficultés, mais que vous surmonterez quand même pour aller à la destination que vous aviez envisagée. Mais peut-être aussi que vous devrez revoir votre destination. Et peut-être qu'elle sera plus proche que celle que vous aviez imaginée. Et donc je trouve que cette image du projet de vie du voyage dans le projet de vie, elle est assez intéressante parce que finalement, on peut se dire, mais quel intérêt cela a quand un enfant a 5 ans de dessiner ce qu'il sera à 20 ans ou 25 ans? C'est très difficile de se projeter, mais si on ne se projette pas, il y a toute une série de choses qu'on ne fera pas. Tout à l'heure, je prendrai un des exemples. Est-ce que vous pensez que pour votre enfant, ce sera important qu'il ait un animal de compagnie pour sa qualité de vie? Parce que ça fait partie de la culture de la famille. Si oui, il y aura toute une série d'apprentissages à définir. Si on attend l'âge adulte pour faire les apprentissages, peut-être que ce sera trop tard. Peut-être que cette réalité n'aura pas lieu parce que le seul environnement que l'on aura trouvé pour qu'il se loge n'accepte pas les animaux de compagnie. Et donc, il y a toute une série de choses qui vont définir aussi les apprentissages. Et donc, ce que l'on suggère dans ces méthodologies sur les projets de vie, c'est de démarrer très tôt, de démarrer avant 10 ans, alors que habituellement, l'image qu'on a du projet de vie, c'est à la grande adolescence, on va préparer l'âge adulte. Ici, l'idée, c'est de préparer les choses bien en amont, évidemment. Plus on est en amont, plus les choses risquent d'être imprécises et nécessiteront des réadaptations différentes au fur et à mesure de l'avancée en âge. Dans ces méthodologies, on définit différentes étapes. Et effectivement, ces étapes, elles vont concourir à un risque qui augmente. Plus l'âge augmente, plus le risque qu'une non-définition du projet de vie conduise à une qualité de vie qui ne répondra pas aux aspirations de la famille ni aux aspirations de la personne. Alors, ce projet de vie, il va se construire autour d'une démarche dans laquelle on va tout d'abord, je suis désolé, j'avais espéré qu'il y ait un grand écran, mais j'espère que vous pourrez quand même aborder les informations avec moi. Tout d'abord, c'est finalement qu'est-ce que c'est le cadre de vie, qu'est-ce qu'on envisage comme place pour la personne? Est-ce qu'on envisage que cette place soit une place dans la communauté, avec une participation à la communauté, avec un environnement de vie qui est un logement? Quelle image on a de ce projet de vie? Quelle participation on attend de la personne à sa communauté en tant qu'adulte? Et puis, puisqu'on a ce projet, quelles sont les ressources que l'on va devoir mobiliser? Quelle est la planification des ressources qu'il va falloir organiser pour que ce projet de vie puisse s'actualiser? Évidemment, viendront les questions financières. Quelles sont les ressources financières, les moyens financiers qui vont être nécessaires dans la conduite de ce projet? Et puis aussi, et ce n'est pas le moindre des éléments, c'est la planification légale. Qu'est-ce qu'il faut prévoir à côté de la personne? Par exemple, est-ce que les parents ont prévu un testament, ont prévu un tuteur, ont prévu une personne de confiance dès le jeune âge pour accompagner la personne tout au long de sa vie?
Alors, différents domaines dans le projet vont devoir être définis et vous en voyez quelques exemples. Il y a la question de la vie sociale, la question du domicile, de la résidence, la question des occupations, la question des besoins particuliers qui devront faire partie d'une définition dans le projet de vie. On peut toucher des questions qui sont des questions qui peuvent avoir un caractère peu concret, comme qu'est-ce que sera sa vie spirituelle? Est-ce qu'il faut prévoir un accompagnement à son éducation, à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour qu'il puisse effectivement vivre cette vie comme d'autres? Est-ce que, j'ai repris cet exemple tout à l'heure, est-ce qu'on envisage qu'il ait un animal domestique à la maison? Est-ce que c'est possible dans un milieu résidentiel avec d'autres? Parfois oui, parfois non. Alors au niveau du domicile, est-ce qu'on envisage qu'il loue un logement à l'avenir? Qu'est-ce qu'on va prévoir pour ça? Est-ce que son statut légal lui permettra de le faire? Est-ce qu'on vise une vie indépendante, semi-indépendante? En termes d'occupation, est-ce qu'on va prévoir une formation pour qu'il puisse exercer une activité de bénévolat, une activité professionnelle ou une activité occupationnelle? Et puis enfin, une redéfinition de tous les besoins particuliers, en particulier les besoins médicaux, les besoins en accompagnement psychologique ou en particulier on peut penser à la condition physique. Si on pense que la condition physique est un critère de qualité de vie, ça ne se travaille pas qu'à l'âge adulte. Et donc l'apprentissage de l'exercice sportif se fait dès l'enfance pour qu'effectivement, quel que soit son degré de handicap, on puisse participer à des activités qui améliorent la condition sportive. Moi, je vous ai prévu un petit schéma, et alors je voudrais insister sur le processus de ce schéma. Habituellement, quand on est dans un processus de projet, on part de la situation actuelle pour définir les prochaines étapes pour l'avenir. Dans une méthodologie de projet de vie, on fait l'inverse. On se projette dans l'avenir et progressivement, on revient à la situation d'aujourd'hui. Et c'est très très différent comme démarche. Alors, vous le voyez là, il y a votre étoile, cette étoile qui va guider votre avenir, ce sont vos rêves. Et donc, la première étape d'un projet de vie, c'est de définir ses rêves. Qu'est-ce que l'on rêve comme vie pour lui? Alors, évidemment, il y aura tous ces cheminements, tous ces chemins de traverse qui vont peut-être modifier les rêves. Et puis, la deuxième étape, c'est de spécifier les buts. Et les buts, la démarche est intéressante. La démarche, elle dit, croyons que nous y sommes arrivés. Faisons comme si nous étions arrivés là où nous voulions aller et regardez ce qu'il nous a fallu faire pour y arriver. Et non pas l'inverse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain pour progresser, pour permettre un avenir différent? Évidemment, le cheminement, on va le faire dans l'autre sens à différents égards. On va évidemment s'ancrer dans le présent. Il y a ce que l'on souhaite et il y a le présent. Vous savez, c'est la définition des besoins. C'est la tension qu'il y a entre la situation actuelle et la situation rêvée. C'est la définition des besoins. Alors évidemment, ils sont énormes quand on pense au projet de vie. Ils sont évidemment plus restreints lorsqu'on va parler d'un projet éducatif individualisé. Et puis, Monique l'a dit tout à l'heure, un des grands enseignements du projet Caroline, c'était finalement que ces professionnels aient vécu ce moment où ils ne sont pas seuls. Et donc, je pense que la conduite d'un projet de vie, c'est aussi la conduite avec une équipe, des gens autour de soi, parce que c'est évidemment très, très difficile de conduire un projet tout seul. Et donc, évidemment, c'est réunir toutes les personnes qui pourront vous aider et qui pourront venir en soutien de votre démarche. Et puis, une étape suivante, c'est renforcer. Et par exemple, une question qui est posée, quelle formation en tant que parent devrais-je suivre pour bien soutenir le projet de vie de mon enfant? Est-ce que je vais aller suivre quelques formations sur la gestion financière? Est-ce que je vais aller suivre quelques formations sur les règles légales? Est-ce que je vais aller suivre quelques formations sur les outils pédagogiques? Et donc l'idée, c'est effectivement, au travers de ce projet-là, de pouvoir identifier ce qui va permettre de renforcer la poursuite de ce projet au niveau des moyens. Et puis, on revient en amont de tout ça, c'est quelles sont les étapes à réaliser dans les 6 prochains mois. Et en fonction des étapes à réaliser dans les 6 prochains mois, il y aura à focaliser sur les actions. Et puis, on est là revenu à la première étape du processus, c'est qu'est-ce que je vais faire demain?
C'est quoi la première étape de ce processus? Donc c'est finalement un processus assez inverse au processus classique d'élaboration des projets où on part de la situation actuelle pour dessiner juste demain. Ici, dans un projet de vie, on définit l'après-demain pour revenir à aujourd'hui. Et donc il y a là peut-être une réflexion à avoir au travers des méthodologies. Alors vous voyez que le processus, il se fait autour de groupes de support, et donc les tenants et les porteurs de ce type de méthodologie insistent lourdement sur la question des supports, des groupes de personnes qu'on réunit autour de soi pour que ces projets puissent se tenir, avec parfois des choses très pratiques. Quand on invite des personnes à participer à un groupe comme celui-là, ils insistent beaucoup sur la dimension sociale du groupe. Et par exemple, je pense que mes collègues et d'autres aussi ont l'expérience de réunions de coordination autour d'une personne. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On réunit les gens autour de la table et on va rentrer dans les objectifs qu'on doit, quels sont les problèmes que l'on rencontre, etc. Ici, leur idée, c'est inverse. On va d'abord prendre un café pour nouer les liens. On va manger un morceau de tarte ensemble, et puis après on discutera. Et donc je trouve que ça anime peut-être aussi quelque chose qui mobilise les gens autour d'un projet, plutôt que finalement parler des difficultés des gens d'abord, et puis peut-être éventuellement, si on a le temps, de prendre un petit café ensemble. Et donc voilà, c'est peut-être une question de détail, mais je pense qu'il y a dans ces démarches-là des choses importantes à prendre en compte. Alors ce qui est associé aussi au projet de vie, c'est ce qu'on appelle une lettre d'intention. Les parents vont écrire quelles sont leurs intentions pour leur enfant, au travers d'une description de sa vie, de ce qui est important pour lui, mais de ce qu'ils souhaitent pour leur enfant, avec toute une série de critères dont je n'ai pas évidemment l'opportunité de décrire les choses aujourd'hui, mais on va par exemple élaborer un récit familial, comment la famille vit, comment cet enfant vit, comment cet adolescent vit, et qu'est-ce qu'on rêve pour sa vie d'adulte. Une lettre résumée concernant l'intention, réunir tous les fichiers d'information, ça fait partie d'un dossier, et puis des instructions en cas d'urgence. Qu'est-ce qui doit se passer s'il m'arrive quelque chose? Et donc il suggère effectivement que cette lettre d'intention soit partagée avec l'école, soit partagée avec tous les partenaires, afin que chacun soit informé des intentions de la famille, et puis garder cette lettre d'intention bien précieusement au cas où il arrive quelque chose. Alors une fois qu'on a dessiné ce projet de vie, il y a peut-être d'autres choses très pragmatiques qui vont en découler, et peut-être avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle un plan de service. Lorsqu'on aura élaboré un projet de vie, inévitablement, différents services vont être impliqués auprès de cet enfant, cet adolescent et cet adulte. Et donc, comment se gèrent ces différents services au travers de l'évolution de la personne? Et donc, une des idées qui est là depuis très longtemps, n'est-ce pas, M. Magerotte, années 80, 90, on parlait déjà des plans de service. Quelle est leur réalité? Pourtant, c'est une méthodologie bien connue d'organisation et de planification des services. Et peut-être me direz-vous, pourquoi vous en parlez? Parce que, à nouveau, je suis désolé d'y revenir, mais parce que la VIC nous invite à un plan de service. La VIC nous invite à une démarche de travail en réseau, et renforce dans une approche transversale des problématiques rencontrées par les usagers avec des coordinations internes et externes. Mais qui s'occupe des coordinations internes et externes? Qui est mandaté pour faire ça? J'y viendrai, c'est une question fondamentale, la question du mandat. On peut faire de la coordination basée sur les bonnes volontés, mais à un moment donné, les bonnes volontés ne suffisent plus. Personne n'est mandaté pour ça. Et je pense que c'est une des évolutions de l'avenir, c'est qu'on éclaircisse qui fait quoi. Et puis, vous voyez repoindre au travers de ce PSI le fait qu'on veille à ce que le projet de vie de l'usager puisse, à chaque fois que c'est possible, se réaliser avec le recours des services généraux. Et donc, quand on parle d'inclusion, évidemment qu'on est au cœur de la discussion à cet égard-là. Je vous propose un petit schéma simple pour vous montrer la méthodologie du plan de service qui finalement va concourir à la même idée que le projet de vie en le concrétisant à aujourd'hui, comment les services vont répondre, chacun, au travers de l'émission des besoins. On va définir des projets pour la personne. Et tout à l'heure, je parlais de
projet centré sur la personne, c'est bien la question. C'est que ce ne sont pas les services qui définissent indépendamment le projet de la personne. On définit le projet de la personne et chaque service se charge d'une partie du projet. C'est très très différent de ce qui se fait habituellement. Chaque service fait sa petite sauce, chacun dans son coin. Et ça, c'est... Comment dirais-je? Une gabegie, je pense. On dit ça, Monique? Ouais. Une gabegie de moyens. Je pense que la dispersion des moyens, c'est quelque chose qui ne concourt pas à l'évolution des gens, ni à l'élaboration, ni à la conduite de leurs projets. Donc, c'est un temps où on parle beaucoup d'économie. Voilà, enfin, on est dans un espace dans lequel, j'imagine, cette question-là est largement débattue. Je pense que l'économie se fera sur la compétence des gens, des professionnels, mais pour autant qu'ils suivent des recommandations. Et peut-être aussi que cette compétence doit être mutualisée au travers d'une contribution mutuelle à un plan de service qui accompagne le projet de vie des gens au fur et à mesure de leur vie. Alors beaucoup d'avantages, mais je vais passer pour essayer de gagner un peu de temps, grappiller un peu de temps, mais vous voyez qu'il y a à la fois des avantages pour la personne, mais aussi pour les partenaires qui vont y voir beaucoup plus de sens dans leur travail, puisqu'ils partagent un projet commun au travers des personnes. Et en particulier, on va pouvoir prévenir les épisodes aigus de problématiques de comportement parce qu'on les anticipe. Tout à l'heure, j'ai évoqué ce mot-là, c'est la question de l'anticipation. Moi, je pense que les plans de service permettent une meilleure anticipation des besoins. J'en termine avec 4 points de perspective. Je sais qu'on vit dans un pays dont les politiques sont segmentées. C'est vrai. Mais si on ne dépasse pas ces segmentations, en particulier par une communication plus grande entre les pouvoirs publics qui partagent des questions communes, la question du devenir du projet de vie des personnes en situation de handicap est partagée avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l'État fédéral, avec les régions. Et donc, est-ce que cette intention qui est annoncée dans la réglementation de la région Wallonne quant à la mission des services d'accompagnement ne doit pas être coordonnée avec le PIT de l'enseignement spécialisé? Parce que sans ça, on va nulle part, puisque chacun travaille dans son coin avec sa perspective. Et puis une définition de qui fait quoi. Parce que, oui, les services d'accompagnement peuvent se mandater ou sont mandatés pour élaborer ce projet de vie, mais ils ne vont nulle part sans les autres. Et donc, s'il n'y a pas de mandat, les choses n'auront pas lieu. Je suis profondément convaincu, on a abordé la question de la formation tout à l'heure, qu'effectivement, la question de la formation à la fois des professionnels, mais je rejoins l'intervention de Guylain Majerotte tout à l'heure, la formation des parents, elle est fondamentale pour qu'ils soient des partenaires actifs d'un modèle de projet de vie. Sans formation, je pense qu'on les met dans une position de dépendance vis-à-vis des professionnels qui est totalement inacceptable quand il s'agit du projet de votre enfant. Je crois beaucoup aussi... alors, les recommandations ne sont pas la totale vérité, mais en tout cas, elles sont un état des connaissances à un moment donné, et je crois que malheureusement... Est-ce que je peux y aller? Oui, j'y vais. Je pense que malheureusement, les pouvoirs publics ne s'approprient pas les recommandations pour les imposer à leur service. Et pour moi, c'est un gros problème parce qu'effectivement, qu'est-ce qui valide l'efficacité des services? Vous avez évoqué tout à l'heure la recherche menée dans le service que vous avez évoqué. Mais je pense qu'effectivement, l'avenir, c'est aussi que les services rendent compte de ce qu'ils mettent en place et de l'efficacité de leur intervention. Alors le propos n'est pas de dire qu'on réussit avec tout le monde, qu'on fait avancer tout le monde à la même vitesse, que tout le monde ira dans l'enseignement ordinaire. Il y a peut-être des mythes aussi à casser, mais en tout cas, il y a un mythe qui n'est plus un mythe à l'heure actuelle, qui est un état des connaissances dans différents domaines. Et dans le domaine de l'autisme, on bénéficie d'un certain nombre de recommandations qui seraient nécessaires peut-être d'actualiser dans notre pays, puisqu'il y a le Conseil supérieur de la santé, in illo tempore, qui a émis des recommandations. Le KCE l'a fait également. Quelle est la réalité de ces recommandations dans la vie de tous les jours? Même si, M. Majerotte, oui, effectivement, il y a des classes TEACH, des classes adaptées pour élèves avec autisme, dit-on maintenant. Mais désolé de vous dire que le travail, on peut le recommencer parce que malheureusement, la qualité de ce qui s'y fait n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur des espérances. Il y en a plus, oui, mais je crois que le travail n'est pas fini et il y a vraiment beaucoup
Alors j'ai dit, le coordonnateur de projet, pour moi, c'est essentiel. Il faut qu'il soit transversal. Il faut qu'il soit transversal, interpolitique. Parce que si c'est qu'un service qui est mandaté, il n'y a aucun mandat vis-à-vis des autres types de services. Et puis, je pense que l'inclusion ne se fera qu'au prix d'une transformation de l'offre. Et qu'on passe d'une offre de place à une offre de soutien. Et pour moi, c'est essentiel. Alors je reviens sur une longue histoire, le budget d'assistance personnelle. On a mené une recherche pour la vie qui a 25 ans. Il y a 25 ans. Voilà, ce n'est qu'un moyen parmi d'autres, mais peut-être que c'est un moyen parmi d'autres et qu'il faut peut-être le promouvoir. Alors, je vous avais dit qu'on aimait bien les phrases. En voilà une dernière. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Merci à vous et merci à tous celles et ceux qui m'ont accompagné dans l'aventure du CISA depuis 35 ans. Merci, au revoir. C'est le moment de poser vos questions au professeur Éric Huillet, je n'étais pas là pour l'annoncer, docteur en psychologie, directeur général Fondation SUSA, chargé de cours au service d'orthopédagogie clinique à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à Mons et qui vous a parlé des projets de vie pour changer de vie. Donc c'est le moment de lui poser vos questions. Il n'y a pas de questions. Bonjour, Anne-Sophie Blic, je suis assistante sociale. Je suis un peu stressée, comme ça, vous savez. Je voulais poser une question concernant le modèle PAT et la lettre d'intention. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ici, on accompagne vraiment des tout petits, donc entre 2 ans et 7 ans. Et on ne se pose pas beaucoup la question de l'avenir de ces enfants-là au-delà de l'école primaire et maternelle. Et je me demandais par rapport aux limites de cette méthode, parce que ici on a des parents qui arrivent, qui viennent d'avoir le diagnostic en main, et souvent, donc on a un questionnaire à l'entrée, et ils nomment le fait que leur espoir c'est de rendre leur enfant normal, ou en tout cas qu'il puisse rejoindre l'école ordinaire et avoir une vie normale. Et du coup je me dis, est-ce que c'est pas peut-être trop tôt quand même finalement dans notre service d'envisager l'avenir aussi loin ? Est-ce qu'il est jamais trop tôt? Est-ce qu'il est jamais trop tôt quand il y a tant à faire? Ma réflexion, c'est que finalement, les années vont très vite. Elles sont très courtes. Les années scolaires sont très courtes. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, entre septembre et juin, avec la quantité d'interruptions, peut-être légitimes pour les vacances, la densité d'apprentissage, elle est extrêmement faible. Alors quand vous avez un bon potentiel d'apprentissage, ça suffit peut-être à votre évolution. Peut-être que dans d'autres domaines, il s'agirait de nourrir et d'additionner le temps d'apprentissage par d'autres moyens. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tôt. Évidemment, on va être dans un niveau d'imprécision qui va être sans doute relativement grand. Et que c'est l'évolution des choses qui fera qu'on va repréciser un peu le chemin par lequel on parcourt. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus légitime que le souhait que son enfant participe à un enseignement ordinaire? Voilà, ces familles qui vont dire, est-ce qu'il va parler? C'est une question criante qu'on voit poindre très rapidement auprès des familles. Évidemment, on n'en a aucune garantie, mais si on veut qu'il parle, il va falloir faire des choses en amont pour qu'il parle. Quels sont les outils de communication qu'on va développer avec lui pour lui donner le goût à la communication, surtout quand on a de l'autisme, et puis le goût peut-être à développer le langage, ce que font beaucoup d'enfants lorsqu'on leur donne les moyens. Alors il y a longtemps, on entendait dire, si on lui donne des images, il ne parlera pas. Je crois qu'on a largement démontré le contraire, sauf que, malgré qu'on ait démontré le contraire, voyons ce qui se passe dans les écoles, voyons ce qui se passe dans les milieux. Le nombre d'images qui sont disponibles pour ces enfants en situation de handicap sont bien moins importantes que les images dont on dispose dans l'enseignement maternel sur le mur des classes. Ça, c'est quand même curieux, quoi. C'est quand même curieux, comme si, cette communication qui est si complexe. Et donc, je pense que même si effectivement, on ne sera peut-être pas, et probablement qu'on ira un peu plus avant, entre 5 ans et 10 ans, lorsque le profil va peut-être être un peu plus défini,
Mais ça n'empêche qu'en amont, cette inquiétude des familles qui est de dire, mais qu'est-ce qu'il va devenir finalement? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de le définir ensemble, ce qu'il va devenir, et faire tout pour qu'il devienne ce qu'on espère qu'il devienne? Si on n'a pas d'espérance sur son devenir, qu'est-ce qu'on fera demain pour aller vers ce devenir? Et donc je crois qu'il y a là probablement aussi beaucoup de bon sens pour les familles. Alors évidemment, c'est un accompagnement qu'il va nous falloir donner. Et voilà, j'essaie de promouvoir quelques idées, mais il est très clair pour moi aussi qu'il va falloir travailler sur la méthodologie. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont inscrites, des documents sur lesquels on peut travailler, mais il va falloir définir une meilleure méthodologie et peut-être aussi partir de l'idée que toutes les familles ne seront pas partantes. Je pense que c'est un modèle qui nécessite un investissement familial, mais donc que peut-être certaines familles, parce que c'est parfois la raison pour laquelle on ne met rien en place, c'est qu'il y a des familles qui ne seront pas participantes. On entend ça, la collaboration avec les familles. Oui, mais la collaboration avec les familles, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile, mais peut-être qu'il faut d'abord leur donner les outils de cette collaboration, les outils qui leur permettent de participer avant de faire le constat qu'ils ne participent pas. Vous savez, je pense que l'histoire des familles, c'est souvent convoquée par les établissements pour s'entendre dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ici, on voudrait être dans un modèle où on voudrait définir ce qui va aller. Je crois que là, on est dans un modèle très différent et voilà, j'espère qu'une réflexion sur cette thématique pourra s'installer dans les prochains mois. Christine. Voilà, moi, c'est pas une question, mais c'est un remerciement. Alors moi, je suis maman de 4 enfants et mon deuxième enfant a 32 ans maintenant et est autiste. Et j'ai la chance, donc grâce à lui, on a été très bousculés toute notre vie, on continue à l'être, mais aujourd'hui, avec le recul, je considère qu'il nous a vraiment apporté beaucoup. Et notamment, nous avons déménagé au Luxembourg pour trouver une place pour lui. Et donc, j'ai la chance aujourd'hui de travailler moi-même dans une institution luxembourgeoise. Et quand je t'entendais expliquer tout ça, eh bien, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on a mis en place le projet de vie comme centre de toutes nos pratiques. Ça a bouleversé le travail de notre institution. D'abord, c'est le projet qui est au centre. Et la personne a, comme nous, la capacité de dire oui. Donc, c'est profondément humain, mais elle peut regarder aussi son projet et éventuellement prendre du recul et donner son avis sur l'évolution du projet. Ce sont essentiellement des adultes avec lesquels moi aujourd'hui je travaille, donc je peux témoigner que de ça. Mais on voit des capacités d'autodétermination qui ont vraiment changé. Beaucoup de personnes se considèrent plus adultes qu'avant. Enfin, ont pris du contrôle sur leur vie et les professionnels leur laissent une toute autre place. Certains ont souhaité que les familles fassent partie du projet et bien entendu, elles sont une ressource incroyable. Ça veut dire qu'il faut un minimum de moyens puisque nous avons des vigies, enfin des personnes qui sont dans la vigie et qui sont des coordinateurs, dont le seul rôle, mais qui est immense, est de s'assurer de la coordination et de la réalisation du projet. Et donc vraiment, je pense que c'est, moi je le vois à une échelle d'institution, mais ça a bouleversé nos pratiques. Nous mangeons et nous buvons aussi ce que la personne aime quand nous nous réunissons pour son projet de vie. Des externes sont les bienvenus quand il y a des services externes. Enfin, vraiment, c'est un moteur puissant et ça crée des équipes et non plus des groupes de professionnels qui travaillent ensemble. Voilà, pardon. Merci pour ce témoignage. Est-ce que j'ai encore une minute? Oui, on ne va pas priver la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez, voilà. Comme Christine, voilà, je vais rebondir sur les projets de vie. Moi, je suis maman de 3 adolescents autistes, dont 2 en intégration et 1 dans l'enseignement spécialisé. Et voilà, même le PIA, je pense pas en avoir vu un seul réellement. On aborde plus ou moins quelques objectifs et surtout évidemment les difficultés. Alors, je voulais vous demander à votre sens, pour vous, qui devrait impulser et coordonner un projet de vie? Merci. Si je devais dessiner quelque chose d'idéal, ce serait quelqu'un qui est indépendant des services. Quelqu'un dont c'est la mission propre, c'est la coordination des services. Un des problèmes que nous avons, c'est que nous sommes à la fois à la question et à la réponse. Et c'est jamais très bon quand on est à la question et à la réponse. C'est-à-dire
quand vous avez à poser la question, mais que vous êtes vous-même un des partenaires, il y a un biais de toute façon. Et donc, c'est vraiment intéressant qu'il y ait une réflexion peut-être sur des cordes. Il y a ce qu'on appelle les case managers dans certains domaines. Hein. Alors, je pense que les case managers gèrent plutôt la situation actuelle et de trouver des situations. Ils ne sont pas dans cette perspective nécessairement d'un projet à plus long terme. Je voulais peut-être en terminer avec une petite histoire de projet de vie. Il y a quelques années, mais cette situation, elle est encore très actuelle, on a pris en charge un enfant qui était dans l'enseignement spécialisé. À l'époque où on le rencontre, il était exclu de l'enseignement spécialisé, de l'enseignement ordinaire à cause de ses troubles du comportement. Il est dans l'enseignement spécialisé de type 3 et au moment où on le rencontre, quelques mois plus tard, il est exclu de l'enseignement spécialisé de type 3 pour se retrouver d'abord à la maison. C'est un enfant avec un bon potentiel intellectuel et il est pris, il est pris en charge par un établissement d'accueil de jour pour jeunes et ses parents ont un projet de vie pour lui. Ses parents ont un projet de vie pour lui et considèrent que leur fils doit aller dans l'enseignement ordinaire, que c'est pas normal qu'effectivement il soit exclu de toute forme d'enseignement. Et donc ils se battent. Ils se battent avec conviction. Hein. Voilà, je pense que là, on a vu la conviction des familles. Ses parents ont mis des services autour d'eux, des personnels qui travaillent en situation libérale, des services. Et cet enfant a été réinscrit dans l'enseignement ordinaire. Donc, vous voyez le parcours. Il était réinscrit dans l'enseignement ordinaire avec difficulté. Il a eu des accompagnements de différents services. Il est passé dans l'enseignement secondaire avec difficulté. Et il a terminé, je pense, l'année dernière, si mon souvenir est bon, ou l'année d'avant, un master en traduction. Et ça, je pense que c'est lié à un projet de vie des familles. Je pense qu'à l'époque, pour avoir suivi la situation à l'époque, c'est un enfant qui serait retrouvé en hôpital psychiatrique pour enfants, tellement ses comportements étaient intenses, mais avec la conviction de ces familles. Et ce qu'ils ont mis autour de leur enfant, mais son devenir était différent. Je pense qu'ils avaient déjà une pratique de projet de vie sans nécessairement en utiliser les termes. Voilà, je voulais terminer avec cette petite histoire positive parce qu'elle alimente, je pense, la réflexion. Merci.